J'étais loin d'imaginer que ces vacances en famille, censées être idylliques, allaient virer au cauchemar. Tout a basculé quand ma mère, devant tout le monde, m'a arraché mon sac, et ce qu'elle a dit ensuite m'a brisé le cœur. Pendant des vacances en famille, ma mère a arraché mon sac à main et a dit « Les vacances en famille ». Rien que ces mots, et un frisson froid me parcourt l'échine. Pour la plupart des gens, je suppose, ça évoque des souvenirs heureux, des moments de joie partagés, des rires, des photos souvenirs, tout ça. Pour moi, vacances en famille rime plutôt avec tension, non-dit, petite mesquinerie et explosion soudaine. Chaque année, c'est le même cirque, le même chemin de croix. Et pourtant, chaque année, je me laisse convaincre, je me dis « Allez, cette fois, ça va être différent ». Naïve que je suis. Cette année, la destination, c'était la Bretagne. La Bretagne, ses côtes sauvages, ses villages pittoresques, ses crêpes au caramel beurre salé. Sur le papier, ça vend du rêve. Et puis, il y a la réalité. La réalité, c'est 5 personnes entassées dans une voiture trop petite pour le trajet, des disputes pour choisir la musique, des arrêts pipi toutes les demi-heures pour ma petite sœur Lila, qui a 10 ans, a toujours une vessie de moineau, et les commentaires incessants de ma mère sur ma conduite, mon manque d'organisation et à peu près tout ce qui me concerne. Moi, c'est Camille, j'ai 25 ans et je suis graphiste freelance. Je travaille de chez moi, ce qui, aux yeux de ma mère, est déjà une preuve de mon manque de sérieux dans la vie. Freelance, tu veux dire que tu n'as pas de vrai travail, Camille ? C'est sa petite phrase préférée, celle qu'elle sort à chaque repas de famille, juste pour me rappeler à quel point je suis une déception. Mon père, lui, il se contente de sourire et de hocher la tête, l'air absent. Il est gentil, mon père, mais complètement dépassé par les événements, et surtout par ma mère. Il subit, il acquiesce, et il essaie de faire bonne figure. C'est un peu son rôle dans la famille, l'homme orchestre qui tente de maintenir un semblant d'harmonie dans ce chaos permanent. Et puis il y a ma sœur aînée, Sophie, 28 ans, avocate brillante, mariée à un chirurgien cardiaque, 2 enfants, une maison de campagne avec piscine, bref, la réussite incarnée. Sophie, c'est la fille parfaite, celle que ma mère ne cesse de me donner en exemple. Tu devrais prendre exemple sur ta sœur Camille. Regarde comme elle s'est bien débrouillée dans la vie. Oui, maman, je sais, Sophie est parfaite. Et moi, je suis juste Camille, la loseuse de la famille. Autant vous dire que l'ambiance dans la voiture était électrique avant même qu'on ait quitté le périphérique parisien. J'étais au volant, crispée, les mains serrées sur le volant, essayant de rester zen malgré les indications contradictoires du GPS. Les questions existentielles de Lila, « Maman, on arrive bientôt, j'ai faim », et les soupirs exaspérés de ma mère depuis le siège passager. « Camille, tu es sûre que tu sais où tu vas ? Tu as l'air un peu perdue là. Maman, le GPS parle, je le suis. Tout va bien ? » J'essaie de garder mon calme, mais ma voix tremble légèrement. « Tu devrais peut-être laisser conduire ton père, il a plus l'habitude des longs trajets. » Mon père, qui somnole paisiblement sur la banquette arrière, se redresse en sursaut. « Non, ça va aller, laisse Camille conduire, elle se débrouille très bien. » Merci papa pour cette tentative de soutien, mais c'est peine perdue, ma mère a déjà décidé que j'étais une incapable, rien ne la fera changer d'avis. Oui, enfin, très bien, on va voir si on arrive à destination avant la nuit. À ton allure, on n'est pas rendu. Sophie, qui était restée étonnamment silencieuse jusqu'à présent, se décide enfin à intervenir. « Maman, laisse Camille tranquille. Elle conduit très bien, tu sais. » Sophie prend ma défense, c'est assez rare pour être souligné. Généralement, elle se range plutôt du côté de notre mère, histoire de ne pas se mettre à dos la matriarche. Oui, enfin. Toi, tu dis ça, tu n'es pas derrière le volant, Sophie. Moi j'ai peur, là je dois dire. Ma mère a le don de dramatiser la moindre situation. On dirait qu'elle prend un malin plaisir à me déstabiliser, à me faire douter de moi. Je serre les dents, je respire profondément, et je continue de conduire, en essayant d'ignorer les commentaires désobligeants qui fusent depuis le siège passager. Je me concentre sur la route, sur le paysage qui défile, sur la musique que j'ai mise dans les écouteurs pour me créer une bulle de protection. Ça marche à moitié. J'entends toujours les remarques acerbes de ma mère, mais je parviens à ne pas y répondre, à ne pas me laisser entraîner dans une dispute stérile.
C'est déjà une victoire en soi. Après des heures de route interminables, nous arrivons enfin à la maison de location. Une grande bâtisse en pierre, typiquement bretonne, avec un jardin immense et une vue imprenable sur la mer. De l'extérieur, c'est charmant. Mais je sais que l'intérieur risque d'être le théâtre de nouvelles tensions. Il va falloir répartir les chambres, négocier les salles de bain, organiser les repas, les activités, autant de sources de conflits potentiels. Comme prévu, la répartition des chambres tourne au fiasco. Sophie et son mari, bien sûr, ont la plus grande chambre, avec salle de bain privative et vue sur mer. Lila hérite de la chambre rose bonbon avec des poupées en porcelaine sur l'étagère, un vrai cliché de chambre de petite fille. Mes parents prennent la chambre bleue au rez-de-chaussée, plus pratique pour tes problèmes de dos, papa. Et moi, je me retrouve avec la mansarde sous les combles, une pièce minuscule, étouffante, avec une fenêtre rikiki qui donne sur le mur du voisin. Magnifique. Maman, tu crois pas que tu abuses un peu? C'est toujours pareil, moi j'ai toujours la chambre la plus pourrie. Je n'aurais pas dû dire ça. Je sais que ça va déclencher une crise, mais c'est plus fort que moi. La frustration est trop forte. Camille, ne commence pas. Tu es toujours en train de te plaindre, c'est insupportable. C'est une très jolie chambre, cette mansarde, elle a beaucoup de charme. Et puis, tu es jeune, tu n'as pas besoin de confort particulier. Ah oui, c'est vrai, c'est moi la moins importante, c'est ça? C'est toujours moi qu'on sacrifie. Je monte le ton, je sens la colère monter en moi. Camille, du calme, ne parle pas comme ça à ta mère. Mon père essaie de calmer le jeu, mais ça ne fait qu'empirer les choses. Ma mère se sent soutenue, confortée dans sa position. Tu entends, Robert? Tu entends comment elle me parle? C'est inadmissible. Je n'ai jamais vu ça. Elle se met à sangloter, à se lamenter, comme si j'avais commis un crime de lèse-majesté. Sophie, toujours pragmatique, essaie de trouver une solution. Bon, écoutez, on va pas se disputer pour une chambre. Camille, si tu veux, tu peux prendre notre chambre. Et nous, on prendra la mansarde. Ça te va? Proposition généreuse de la part de Sophie. Mais je sais que c'est juste pour calmer le jeu, pour éviter que la situation ne dégénère davantage. Et puis, je n'ai pas envie d'accepter la charité de ma sœur. J'ai envie d'être traitée équitablement, d'être considérée comme un membre de la famille à part entière, et pas comme la 5e roue du carrosse. Non merci, Sophie. C'est gentil, mais je vais garder la mansarde. Je suis sûre qu'elle est très bien finalement. Je serre les dents, je ravale ma colère et je monte m'enfermer dans ma prison sous les toits. Le reste de la semaine se déroule sur le même mode, alternance de moments de calme apparent et de petites escarmouches sournoises. Ma mère continue de me critiquer ouvertement, de me comparer à Sophie, de me faire sentir comme une moins que rien. Mon père essaie de jouer les médiateurs, mais il est vite débordé. Sophie se tient à distance, l'air supérieur comme si elle était au-dessus de tout ça. Et Lila, elle profite du spectacle, elle adore les disputes de famille, ça l'amuse on dirait. Un après-midi, nous décidons d'aller visiter un village de pêcheurs réputé pour son marché artisanal, flâner dans les ruelles pavées, admirer les maisons colorées, respirer l'air iodé, goûter aux spécialités locales. Encore une fois, sur le papier, ça sonne bien. Mais en réalité, c'est une nouvelle occasion de tension. D'abord, le parking. Trouver une place relève de l'exploit. Mon père tourne en rond pendant un quart d'heure sous les directives hystériques de ma mère. Robert, mais avance. Non, recule. Mais tourne à gauche. Mais enfin, tu fais exprès ou quoi? Je descends de la voiture, prétextant que j'ai besoin de prendre l'air. Je préfère attendre dehors, plutôt que d'assister à ce nouveau numéro de cirque. Une fois garés, miraculeusement, nous nous dirigeons vers le marché. La foule est compacte, il fait chaud, le soleil tape fort. Lila commence à se plaindre qu'elle a soif, qu'elle a mal aux jambes, qu'elle veut une glace. Ma mère soupire, lève les yeux au ciel et lance à voix haute pour que tout le monde entende. Décidément, cet enfant est insupportable. Elle n'arrête jamais de se plaindre. Lila se met à pleurer, bien sûr. Sophie la prend par la main, essaie de la consoler. Mon père, lui, part en quête d'un glacier, l'air désespéré. Et moi, je reste en retrait, à observer la scène, avec un sentiment de malaise profond. Pourquoi faut-il que chaque sortie tourne au drame? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive jamais à passer un moment agréable, tous ensemble, comme une famille normale?
Soudain, ma mère s'arrête net devant une étale de sacs à main en cuir. Oh, regardez, ils sont magnifiques ces sacs. Elle s'approche, elle touche le cuir, elle examine les modèles avec attention. Vous trouvez pas qu'ils sont beaux? Elle nous interroge, l'air soudain enthousiaste. Sophie hoche la tête, poliment. Oui, ils sont jolis. Elle n'a pas l'air très intéressée. Sophie, elle a déjà des dizaines de sacs à main de marque. Un sac en cuir artisanal de plus ou de moins, ça ne va pas changer sa vie. Moi, je suis plus attentive. Je repère un petit sac bandoulière, en cuir souple, d'une couleur bleu profond, magnifique. Il est simple, élégant, exactement le genre de sac que j'aime. Je m'approche, je le prends en main, je l'examine sous toutes les coutures. Il est parfait. Il te plaît celui-là, Camille? Ma mère a remarqué mon intérêt. Pour une fois, elle ne me critique pas, elle ne se moque pas de mes goûts. Est-ce que ce serait possible qu'elle ait envie de m'offrir un cadeau? Non, je dois me calmer, je rêve trop. Oui, il est très beau. Mais je ne vais pas l'acheter, c'est pas raisonnable. Je repose le sac sur l'étal, avec un petit pincement au cœur. Pourquoi tu dis ça? Fais-toi plaisir, Camille. Tu le mérites bien. Ma mère insiste. Je n'en reviens pas. Est-ce qu'elle est vraiment en train de me dire d'acheter ce sac? Est-ce que c'est un piège? Je suis méfiante, je n'arrive pas à y croire. Vraiment, c'est pas grave, j'en ai pas besoin. Je reste sur mes gardes, je ne veux pas me faire d'illusions. Mais si, voyons. Tu travailles dur, tu te prives toujours de tout. Allez, fais-toi plaisir, pour une fois. Elle continue d'insister avec un sourire étrange. Je ne comprends pas ce qui lui arrive. D'habitude, elle est plutôt du genre à me reprocher de dépenser trop, de ne pas savoir gérer mon argent. Intriguée, je reprends le sac en main. Je regarde le prix, 75 €. C'est pas donné, mais c'est pas non plus exorbitant. C'est dans mes moyens si je me fais vraiment plaisir. Bon d'accord, je vais le prendre. Je me décide enfin, avec un peu d'hésitation. Je sens toujours le piège se refermer, mais je me laisse tenter. Après tout, c'est vrai que ce sac me plaît beaucoup. Voilà, c'est une bonne décision. Ma mère a l'air ravie. Trop ravie peut-être. Elle se tourne vers le vendeur, un homme sympathique avec un accent breton à couper au couteau. « Bonjour monsieur, ma fille voudrait acheter ce sac bleu s'il vous plaît. » Le vendeur nous sourit, prend le sac et commence à l'emballer soigneusement. Je sors mon portefeuille, je me prépare à payer. Mais là, ma mère me stoppe net. « Non, non Camille, range ton argent. C'est moi qui offre. » Quoi? Elle offre? Là je suis scotchée, je n'en crois pas mes oreilles. Ma mère qui m'offre un cadeau comme ça, sans raison particulière? C'est du jamais vu. Je la regarde incrédule. Tu es sérieuse, maman? Tu veux vraiment me l'offrir? Mais oui, enfin, je te l'ai dit, fais-toi plaisir. Et puis, c'est bientôt ton anniversaire, non? Considère ça comme un cadeau d'anniversaire, en avance. Mon anniversaire est dans 2 mois, mais bon, passons. Je suis tellement surprise et contente que je n'ai pas envie de chercher la petite bête. Merci maman, c'est super gentil. Je me penche pour l'embrasser, sincèrement touchée par ce geste inattendu. Elle me serre dans ses bras avec un sourire chaleureux. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas senti autant d'affection de sa part. Peut-être que ces vacances vont enfin prendre une tournure positive. Peut-être que ma mère est en train de changer. Peut-être que je me suis trompée sur elle depuis toutes ces années. Le vendeur nous tend le sac emballé. Je le prends avec précaution, comme un trésor précieux. Ma mère sort son portefeuille, paye le vendeur et nous repartons. Toutes les trois, bras dessus, bras dessous, comme de vieilles copines. Je suis aux anges, je n'en reviens toujours pas de ce qui vient de se passer. C'est la première fois depuis des années que ma mère me fait un cadeau aussi personnel, aussi attentionné. D'habitude, elle est plutôt du genre à offrir des cadeaux pratiques, utiles, mais jamais des choses qui me font vraiment plaisir. Nous continuons notre promenade dans le marché, l'ambiance est détendue, joyeuse. Lila a enfin eu sa glace. Elle est ravie. Sophie et mon père semblent soulagés de voir ma mère et moi enfin réconciliés. On dirait que cette histoire de sac à main a eu un effet magique sur notre famille. De retour à la maison de location, je monte dans ma mansarde. Je déballe mon sac avec excitation. Je le regarde sous toutes les coutures, je le caresse, je le sens contre ma peau. Il est vraiment parfait. Je décide de le porter tout de suite pour aller dîner au restaurant ce soir. Je me sens belle, élégante, pleine de confiance en moi,
grâce à ce simple sac à main. Merci maman, je me dis, sincèrement reconnaissante. Peut-être que notre relation va enfin changer. Peut-être qu'on va enfin réussir à se rapprocher. Le soir, nous nous préparons pour aller dîner dans un restaurant de fruits de mer réputé du village voisin. Je mets ma plus belle robe, mes chaussures les plus élégantes, et bien sûr, mon nouveau sac à main. Je me regarde dans le miroir. Je me trouve plutôt jolie, pour une fois. Je suis impatiente de descendre, de montrer mon nouveau sac à ma mère, de la remercier encore une fois pour ce cadeau si spécial. Je descends l'escalier, je rejoins ma famille dans le salon. Ma mère est déjà prête, elle nous attend assise sur le canapé. Elle porte une robe chic, des bijoux, elle est très élégante. Elle lève les yeux vers moi quand j'entre dans la pièce. Son sourire s'efface, son regard se fige. Je ne comprends pas ce qui se passe. Camille, qu'est-ce que tu as à la main? Sa voix est glaciale, hostile. Je suis déconcertée. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est mon sac, maman, celui que tu m'as offert cet après-midi. Je réponds, hésitante, ne comprenant pas sa réaction. Mon sac? Offert? De quoi tu parles? Elle fronce les sourcils, l'air de ne pas comprendre. Mais je vois bien qu'elle joue la comédie. Je sens le piège se refermer sur moi. Je comprends que je me suis fait avoir, encore une fois. Mais si, maman, le sac bleu, en cuir, au marché. Tu as payé, tu me l'as donné. Tu m'as dit que c'était mon cadeau d'anniversaire. Je suis de plus en plus confuse, de plus en plus mal à l'aise. Qu'est-ce qu'elle est en train de manigancer? Ah oui, le sac, oui, je me souviens. Elle fait mine de se souvenir, mais je vois bien que c'est faux. Son regard est dur, froid, calculateur. Écoute, Camille, il faut que je te parle. Elle se lève, elle s'approche de moi, elle me fixe droit dans les yeux. En fait, ce sac, il n'était pas pour toi. Quoi? Je n'ai pas bien entendu? Comment ça, il n'était pas pour moi, mais tu viens de me l'offrir. Tu as payé. Je l'ai dans les mains. Je suis complètement perdue, je ne comprends plus rien. Oui, j'ai payé, mais c'était une erreur. J'ai confondu. En fait, ce sac, il était pour Sophie. Elle pointe du doigt ma sœur qui observe la scène, l'air gêné, mais pas surpris. Sophie savait? Elle était au courant de ce plan machiavélique? Pour Sophie? Mais pourquoi? Pourquoi tu m'as dit que c'était pour moi? Pourquoi tu m'as laissé croire ça? Je sens les larmes monter à mes yeux, la gorge se serrer, le cœur battre la chamade. Je suis humiliée, blessée, trahie. Encore une fois. Écoute, Camille, ne fais pas une scène, c'est juste une petite erreur, ça arrive à tout le monde. J'ai juste confondu les sacs, c'est tout. J'avais repéré ce sac bleu pour Sophie, je sais qu'elle adore le bleu. Et puis, toi, tu as déjà tellement de sacs à main, tu n'as pas besoin de celui-là. Elle minimise, elle banalise comme si c'était rien, comme si ça n'avait aucune importance. Que j'ai déjà tellement de sacs à main? Mais c'est n'importe quoi. J'ai 2 sacs à main en tout et pour tout. Et puis c'est pas une question de sac à main. C'est une question de principe. Tu m'as fait croire que tu pensais à moi, que tu voulais me faire plaisir, et en fait, c'était encore pour Sophie. C'est toujours pour Sophie. Je craque. Je laisse éclater ma colère, ma douleur, ma frustration accumulée depuis des années. Camille, calme-toi, tu exagères. Sophie est ta sœur, c'est normal que je veuille lui faire plaisir. Elle travaille tellement, elle mérite bien un petit cadeau, de temps en temps. Toi tu n'as pas besoin de ça, tu te débrouilles très bien toute seule. Elle continue de se justifier, de minimiser, de me culpabiliser. Mais je n'écoute plus, je suis au bord de la crise de nerfs. Non maman, tu sais quoi? Tu peux garder ton sac, garde-le pour Sophie ou pour qui tu veux. Moi j'en veux plus. Dans un geste de rage, je lui arrache le sac des mains, je le jette à ses pieds et je monte en courant dans ma chambre, en claquant la porte avec fracas. Je m'effondre sur mon lit en larmes. Je pleure toutes les larmes de mon corps, je pleure ma déception, ma colère, ma tristesse infinie. Je pleure toutes ces années de frustration, de jalousie, de manque d'amour. Je comprends enfin que je me suis fait des illusions, que ma mère ne changera jamais, qu'elle ne m'aimera jamais autant qu'elle aime Sophie. Je suis la fille sacrifiable, celle qu'on peut ignorer, mépriser, humilier, sans que ça ne choque personne. Je suis la fille invisible, celle qui n'a pas le droit au bonheur, au plaisir, à la reconnaissance. Après avoir pleuré toutes les larmes de mon corps, je me relève, le regard déterminé. C'est fini. Cette fois, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase.
Je ne peux plus continuer à vivre comme ça, à me laisser maltraiter, à me laisser marcher sur les pieds. Il faut que ça change, il faut que je change. Il faut que je prenne ma vie en main, que je me libère de cette emprise familiale toxique. Je prends mon téléphone, je cherche le numéro d'un hôtel dans le village voisin. Je réserve une chambre pour la nuit et pour les nuits suivantes s'il le faut. Je fais ma valise en vitesse en emportant l'essentiel. Je laisse mon nouveau sac à main sur le lit, comme un symbole de mon renoncement, de ma rupture avec cette famille qui me fait tant souffrir. Je descends l'escalier, valise à la main, déterminée à partir. Ma famille est toujours dans le salon, figée, silencieuse, l'air coupable. Ma mère me regarde, les yeux rougis, mais sans un mot. Sophie baisse les yeux, visiblement mal à l'aise. Mon père, lui, essaie de dire quelque chose, mais sa voix reste bloquée dans sa gorge. Lila, elle, me regarde partir, avec une expression neutre, indifférente. Sans un mot, sans un regard en arrière, je franchis la porte de la maison de location, je me dirige vers ma voiture, et je démarre en trombe, en laissant derrière moi cette famille dysfonctionnelle, cette vie de souffrance, ce passé douloureux. Je ne sais pas où je vais, ce que je vais faire, mais je sais que je dois partir, que je dois me reconstruire loin d'eux, que je dois trouver ma propre voie, mon propre bonheur, sans attendre leur approbation, leur amour, leur reconnaissance. Je roule pendant des kilomètres, sans but précis, en suivant mon instinct, en me laissant guider par le hasard. Je m'arrête dans un petit village inconnu, je trouve un hôtel charmant, avec une chambre confortable et une vue apaisante sur la campagne environnante. Je m'installe, je prends une douche chaude, je me glisse sous les draps, épuisée mais soulagée. Pour la première fois depuis longtemps, je me sens libre, légère, délivrée d'un poids énorme. Les jours suivants, je les passe à explorer la région, à me promener le long des côtes sauvages, à visiter les villages pittoresques, à goûter aux spécialités locales. Je me ressource, je me reconnecte à la nature, à moi-même. Je prends le temps de réfléchir à ma vie, à mes choix, à mes aspirations. Je réalise que je me suis trop longtemps laissé définir par le regard des autres, par les attentes de ma famille, par les jugements de ma mère. Il est temps de vivre pour moi, de faire mes propres choix, de construire ma propre identité, sans me soucier de ce que les autres peuvent penser. Je prends la décision de ne plus jamais me laisser manipuler, de ne plus jamais me laisser humilier, de ne plus jamais me laisser dicter ma conduite. Je vais vivre ma vie comme je l'entends, en suivant mon cœur, en écoutant ma propre voix intérieure. Je vais me concentrer sur mon travail, sur mes passions, sur mes amis, sur les relations positives qui m'apportent du bonheur et du soutien. Je vais apprendre à m'aimer, à me respecter, à me valoriser, sans attendre l'approbation de ma famille. Peut-être qu'un jour, je pourrai leur pardonner. Peut-être qu'un jour, je pourrai reconstruire une relation saine avec eux. Mais pour l'instant, j'ai besoin de distance, de temps, d'espace, pour me reconstruire, pour me guérir, pour me retrouver. Je sais que le chemin sera long, difficile, parfois douloureux. Mais je suis prête à l'affronter, je suis déterminée à me libérer de ce passé qui me hante, à construire un avenir meilleur, plus lumineux, plus épanouissant. Je suis Camille, et je suis enfin libre. Et ça n'a pas de prix.